Et nous poursuivons notre soirée électorale en Corse sur François Corse via STL. Quels sont les résultats dans les principales villes de l'île? Quels sont les enseignements de ce premier tour? L'influence du coronavirus, les rapports de force politiques, les perspectives pour le second tour de dimanche prochain. Voilà donc certaines des questions que nous allons étudier avec vous, Pierre-Simon Paul ici à Ajaccio et Laurent Vincenzini à Bastia. Et tout d'abord donc la proclamation en cours avec vous, Jean-André Marchiane, des résultats à Ajaccio, où Laurent Marcangeli, le maire sortant, est élu dès le premier tour. Oui, c'est ça. Les dernières enveloppes sont arrivées des autres bureaux de vote de la ville. Et là, vous voyez, ça s'est un petit peu vidé derrière moi parce qu'ils sont montés dans la salle du conseil municipal pour proclamer les résultats. On le rappelle, Laurent Marcangeli, donc, qui serait aux alentours de 53% des voix, donc qui serait réélu maire d'Ajaccio dès ce soir. L'autre chiffre important ce soir sur la commune d'Ajaccio, c'est celui de 35%. 35% seulement de participation pour la ville d'Ajaccio. C'est presque 2 électeurs sur 3 qui ne sont pas venus voter aujourd'hui. On devrait, si ça se présente bien, avoir avec nous Laurent Marcangeli dans quelques instants quand la proclamation des résultats sera terminée. Effectivement, le maire sortant Laurent Marcangeli qui est lui-même en train de proclamer ses résultats. On vous retrouvera dans un instant. Mais vous voyez cette image du maire sortant qui était tout à sa joie avec ses partisans il y a un instant à Ajaccio. Un mot de commentaire et d'analyse avec vous, Pierre, en ce qui concerne la situation à Ajaccio. Laurent Marcangeli est élu dès le premier tour, réélu dès le premier tour, et les nationalistes encore en situation d'échec. La photo, elle est pas anodine, on le voit à côté du député Jean-Jacques Ferrara. On va pas se mentir, c'est aussi une surprise pour Laurent Marcangeli. Il s'attendait réellement à être devant, mais il nous avait confié la dernière fois lors du débat que vous aviez animé sur Ajaccio qu'il y aurait un second tour à coup sûr, selon lui. Donc cette victoire au premier tour est aussi une surprise pour lui. Maintenant, reste à savoir quel sera le rapport de force entre les deux listes dites nationalistes, Jean-François Cazalt et Jean-André Minigogne. Selon les dernières informations, il serait au toc-à-doc. Donc pour le moment, il n'y aurait pas de déçu visiblement, mais on savait qu'il y avait un rapport de force qui s'était installé tout au long de la campagne entre les deux candidats nationalistes. On aura l'occasion d'y revenir aussi tout au long de cette soirée et sans doute aussi avec les candidats de ce scrutin. C'est également la gauche en échec sur Ajaccio, en échec total, a-t-on envie de dire ce soir. Oui, on l'a dit, où sont passés les électeurs de Simon Renucci, l'ancien maire d'Ajaccio, qui réalisait des 37% au premier tour, plus de 8000 voix à l'époque. Où sont-ils passés ces électeurs? Sans doute une partie chez Jean-André Minigogne parce qu'il y avait des anciens proches de Simon Renucci qui étaient sur sa liste, sans doute aussi chez Étienne Basté, mais qui ne fait que 6% ce soir, c'était les anciens alliés de Simon Renucci, et sans doute aussi une partie chez Laurent Marcangeli et beaucoup d'abstentionnistes. Et naturellement, on attend d'ici un instant la réaction de Laurent Marcangeli avec Jean-André Marchiane. On prend la direction de Bastia en votre compagnie, Laurent, avec peut-être là aussi des résultats définitifs. Un résultat, en tout cas, qui vient de tomber du côté de Saint-Florent. Claudie Olmette, à le sortant, est réélue avec 60,8%. C'était une triangulaire qui était annoncée face notamment à Juliette Ponce-Vera. Claudie Olmette est réélue du côté de Saint-Florent. Mais l'information de cette soirée, voilà les résultats de Saint-Florent. Et Éric Lugiani, le troisième protagoniste de cette triangulaire. Du côté de Bastia, vous l'avez vu, on vous l'a déjà dit dans le précédent décrochage, Pierre Savelli, le sortant, est crédité d'un peu plus de 30,01% selon notre dernière estimation. Nous dirigeons vers l'ancienne mairie. Voilà, 30,2%, un peu plus de 30% pour Pierre Savelli, 21,3% pour Jean-Sébastien de Cazal, 13,4% pour Jean Tsoukarelli et 12,2% pour Julien Morgan. Pierre Savelli est talonné par les trois protagonistes, les trois listes de gauche. Anne-Marie Letch, on vous rejoint du côté de l'ancienne mairie. Est-ce que les résultats ont été proclamés ou en cours? Où en est-on exactement du côté du bureau centralisateur de Bastia?
Eh bien non, toujours pas de résultats officiels, pas de résultats globaux, même si au fur et à mesure, effectivement, les bureaux de vote continuent d'arriver et que les tendances s'affinent. Alors effectivement, ici, ce qui apparaît quand les résultats s'affichent sur le tableau, on est à peu près à 15 bureaux de vote qui ont été dépouillés sur 26, et bien sur ces 15 bureaux, on a effectivement Pierre-Saville de manière générale qui est autour, comme vous le disiez, de 30%. Talonné, on va dire, mais après de 10 points par Jean-Sébastien de Casalte. La bonne surprise pour Julien Morganti, c'est effectivement pour lui d'être aussi haut. 12%, personne ici ne l'attendait aussi haut. Mais effectivement, il y a toujours ces bureaux de vote qui manquent et qui pourraient complètement, non pas changer totalement les résultats, mais amoindrir, par exemple, le résultat de Julien Morganti ou grossir celui de Jean Toucarel, qui lui-même est très satisfait. Il l'a déclaré à nos confrères. Il est très satisfait de ce résultat du premier tour et espère que le deuxième tour sera maintenu. Merci Anne-Marie. On va à présent voir en images ce dépouillement du côté de Bastia et les premières réactions, les premières estimations, nos estimations qui filtraient avec Kaël Serreri. Ambiance morose mais affluence dans les bureaux de vote. À Bastia, les électeurs se sont déplacés, mais le Covid-19 était sur toutes les lèvres. Jusqu'au dernier moment, le maire sortant a tenté de trouver une solution pour faire reporter le scrutin, en vain. J'ai réuni tous les candidats afin que l'on puisse trouver une position commune et unanime qui consistait à dire que nous retirions nos candidatures. À ce moment-là, l'élection ne se déroulait pas et à Bastia, on aurait une position unanime, donc ça n'a pas pu se faire. Trop de précipitations, pas d'accord sur l'ensemble de la Corse. Les candidats n'ont pas réussi à s'entendre. De faire voter à Bastia et pas faire voter à Ajaccio ou vice-versa, ça méritait une concertation plus en amont et plus large. Finalement, ce matin, tous les candidats étaient sur le pont. Jean Toucarel est arrivé à la mairie à la première heure. Jean-Sébastien de Casalte a tout sourire. Julien Morganti à la sortie de l'isoloir. Et Filippo de Carlo, venu les mains gantées. Avec élégance, ça fait glace. Et vous l'aurez noté, c'était des images qui dataient de cette journée de scrutin et non après le dépouillement. On reverra tout cela avec Kaël Serreri dans une poignée de minutes. Mais d'abord, on se dirige vers du côté de Corté avec, vous l'avez entendu précédemment, la proclamation des résultats par le maire, l'ancien maire maintenant, Antoine Sindali. Applaudi Xavier Poli, le premier adjoint. Applaudi, vous le voyez notamment par Pierre Jonga. Derrière lui, le parti d'Anne et le parti d'Elo ont vécu du côté de Corté. Cette alliance-là porte donc Xavier Poli à la mairie de Corté, lui qui était déjà président de la communauté de communes. On l'écoute, Xavier Poli. C'est une grande satisfaction, surtout après avoir eu l'honneur de conduire la liste pendant toute cette campagne électorale. Et c'est une satisfaction aussi de voir que la démarche que nous avons eue, initiée avec Tony Sind, qui visait à rassembler et à unir dans le seul intérêt de Corté, a été validée par une large majorité des électrices et des électeurs ce soir, au 15 mars, après l'élection. Maintenant, les projets, c'est quoi ? Les projets, on va mettre en œuvre bien évidemment le projet qui a été validé par les Cortenais, mais je souhaite, comme je l'ai dit, pendant la campagne, y associer aussi l'opposition, si elle veut bien le faire, toujours dans le même intérêt et toujours avec la même force motrice, qui est l'union au service des intérêts de Corté. Et l'on retourne du côté d'Ajaccio avec, je crois, la première réaction de Laurent Marcangeli. Effectivement, Laurent, Jean-André Marchiani, vous êtes toujours devant la mairie avec à vos côtés donc le maire sortant, Laurent Marcangeli, réélu dès ce premier tour. Oui, c'est ça, Laurent Marcangeli qui est donc sorti de la mairie. Ça y est, vous réalisez ce soir 53% environ des voix. Vous êtes réélu ce soir, maire d'Ajaccio. Oui, je tiens du fond du cœur d'abord à remercier l'ensemble de celles et de ceux qui aujourd'hui ont tenu les bureaux de vote. Les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé n'étaient pas simples et nous y sommes parvenus. Aujourd'hui, je veux également saluer celles et ceux qui étaient candidats. C'est un moment particulier parce que la victoire est là, mais le sens des responsabilités est également là.
Et je veux dire à celles et ceux qui aujourd'hui ont voté que je les remercie, quel que soit leur choix. Vous y attendiez à être élu dès le premier tour, réélu? Non. Je dois dire très honnêtement que non, puisque ça ne s'est jamais produit à Ajaccio. Le scrutin est particulier. Mais aujourd'hui, vraiment, je l'ai dit à mes partisans tout à l'heure, à mes amis, la fête est un peu gâchée. Et il faut en avoir déjà conscience. C'est la raison pour laquelle tout le matériel qui était à disposition pour l'éventuel second tour sera donné à l'hôpital d'Ajaccio, à savoir tous les gels, tous les masques, tous les gants, parce que nous savons que notre hôpital va être peut-être en difficulté dans les jours qui viennent. Et même si aujourd'hui je suis heureux, je suis fier, je suis naturellement touché par ce soutien que les Ajaxiennes et les Ajaxiens qui ont voté m'ont apporté. Je suis dès à présent plongé dans la responsabilité qui m'incombe, savoir celle de participer à l'effort de guerre dans lequel nous allons devoir être. Justement, on en a parlé tout au long de la journée, c'était une élection municipale vraiment très particulière, dans un contexte très particulier. La participation à Ajaccio, elle est aux alentours de 35%. Est-ce que vous le regrettez quand même? Comment ne pas le regretter? Comment ne pas le regretter? Mais en même temps, cette élection s'est tenue, elle a donné son verdict. Vous voyez, il y a nul triomphalisme chez moi et chez les miens. Nous sommes dès à présent plongés dans le travail et dans la responsabilité. La situation exige véritablement cela et j'invite celles et ceux qui nous entendent aujourd'hui à prendre vraiment leur garde, leur responsabilité quotidienne, individuelle. Nous ne pouvons pas aujourd'hui être dans un vent de folie où on se féliciterait d'une élection qui n'est pas une élection comme les autres. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, mais je voulais vraiment, encore une fois, dire à celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance, merci. Je suis particulièrement touché, je suis particulièrement fier. Merci Laurent Marcangeli. Voilà donc Stéphane et Pierre. L'interview de Laurent Marcangeli qui se termine sous les applaudissements donc, de ses soutiens et de ses colistiers. Pierre-Simon Pauli, on a senti à l'instant la satisfaction naturellement de Laurent Marcangeli d'être élu dès ce soir, mais également une certaine gravité. Rappelons quand même qu'Ajaccio est considéré ou a été considéré jusqu'à ce que l'on passe en stade 3 la semaine dernière comme étant l'un des clusters, c'est-à-dire l'une des zones où l'épidémie se développait. Oui, on a senti une certaine gravité dans les propos de Laurent Marcangeli, là où il aurait pu triompher. Une élection au premier tour à Ajaccio, du jamais vu, c'est historique. Mais on a senti que ce contexte, il est assez pesant sur l'élection. Fallait-il voter ou non? On a senti un Laurent Marcangeli avec beaucoup de gravité, de mesure. Et du coup, on sent bien que ce contexte de coronavirus, il est assez pesant. Vous parliez des zones clusters, les anciens clusters dans l'Oise, en Alsace. Ça a très peu voté aujourd'hui, encore moins qu'à Ajaccio, dans certains endroits, comme par exemple en Alsace. Donc on sent bien que le coronavirus est omniprésent dans cette campagne. Il n'empêche que Laurent Marcangeli, il a réussi à mobiliser. Ça n'est pas le cas de ses adversaires. Et on entendra naturellement les autres candidats de cette élection ajaxienne dans un instant. D'autres résultats, avec tout d'abord dans l'extrême sud, Figari Pierre. Oui, Figari, on se dirige donc vers une triangulaire. 45,2% des voix pour Jean Jouzet, puis c'est un proche de Jean-Guy Talamogne et de Corsigali. Il arrive devant Hervé Pachon, 35,6% des voix, et Joseph Simogne est troisième avec 19,19% des voix. Pour le moment, on se dirige vers une triangulaire, mais on ne sait pas encore s'il y aura des alliances ou non pour le second tour. Dans le Grand Ajaccio, le bassin du pays ajaccien, la CAPA, Alexandre Sarre l'a réélu dès ce premier tour avec plus de 77% des suffrages face à François Casasoprane, candidat nationaliste. Et puis enfin, pour terminer, toujours Ajaccio, PRI. Un score encore plus important qu'à Sarola, 83% pour Xavier Lacombe, le maire sortant, qui est aussi conseiller territorial à l'Assemblée de Corse du groupe de Jean-Martin Mondelogne, du groupe de droite. Derrière lui, donc Jean-Joseph Salas, c'était un duel, 17% des voix sur cette commune de Peyre, et donc qui est assez importante en périphérie d'Ajaccio. Autre fait marquant de ce premier tour, c'est donc Porto Vecchio, où vous trouvez Pierrick Nanigne, le maire sortant, Georges Mel, en ballottage défavorable pour le second tour face à Jean-Christophe Angelini.
Et oui, vous en doutez, il y a eu énormément de scènes de joie ici autour de Jean-Christophe Angelini avec ses militants, des embrassades, des mots forts pour le leader du PNC. Il faut dire que le score qu'il a réalisé est un véritable tour de force. Je le rappelle, il arrive en tête ici au premier tour, 45% des voix. Il devance le maire sortant de droite, Georges Mel, 40%, donc 5 points derrière. Et enfin, l'autre nationaliste de cette élection municipale porto-vecchiese, dont Mathieu Santini, crédité de 15% des voix. Pour rappel, aussi l'autre information de la soirée, c'est que justement ce troisième homme, dont Mathieu Santini, se désiste, mais que pour autant, il n'appelle pas à voter pour Jean-Christophe Angelini. 4e tentative donc pour le secrétaire national du PNC et président de l'ADEC, et jamais il n'a été aussi près du fauteuil de maire de Porto Vecchio. Du côté de Georges Mel, vous l'imaginez, c'est la douche froide. Le sortant explique notamment son score par la très faible participation et il ne s'attendait pas du tout à ce résultat. Dans les bureaux de vote, derrière moi, vous pouvez voir, il n'y a quasiment plus personne. En revanche, ce que l'on peut vous dire, c'est que sur toutes les lèvres, dans tous les camps, il y avait une seule et même question. Y aura-t-il un second tour dimanche prochain ? Alors effectivement, c'est encore une interrogation en ce qui concerne le déroulement de ces élections municipales. Avant de retrouver l'un de nos invités par Skype, je vous propose justement de voir en détail les résultats de ce premier tour de Porto Vecchio. Ils vont s'afficher. Jean-Christophe Angelini arrivé donc en tête avec 44,54% des suffrages devant le maire sortant Georges Mel à un petit peu plus de 40% des voix et donc dont Mathieu Santini 15,4%, dont Mathieu Santini qui se retire donc pour le second tour de dimanche prochain. Nous retrouvons maintenant l'expertise, l'analyse de notre invité Andrea Fadi. Bonsoir André, merci d'être en notre compagnie ce soir, politologue à l'Université de Corse. Tout d'abord une question générale, c'est une drôle d'élection municipale à laquelle nous assistons ce soir. Malheureusement, Stéphane, je pense qu'on peut parler d'un épisode politique qui tourne au grotesque. Je veux dire, autant je fais totalement confiance à mes collègues infectiologues, virologues, épidémiologues qui disent au président qu'il n'y a pas plus de risque à aller voter que d'aller acheter son pain. Mais en revanche, il est évident que d'un point de vue politique, on est dans une phase absolument inédite et inouïe. Nous avons un petit problème technique avec la liaison concernant donc l'entretien. Non, mais en ce qui nous concerne, nous ne réussissons pas à entendre. Ou peut-être Pierre, vous avez... J'ai entendu un petit peu, André Faz, ce que vous disiez. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait ne pas y avoir de second tour ? Ah bien sûr. Je veux dire, si c'était certain, je pense que le gouvernement l'aurait annoncé, comme il a annoncé avec aplomb jeudi. Moi, je l'ai pas dans l'oreillette. Que le premier tour aurait lieu, qu'il n'y aurait pas de problème pour aller voter. Mais le fait de changer de politique brutalement au terme de 48 heures pour annoncer une volonté de confinement, même si elle n'a pas été respectée aujourd'hui, ça s'est vu. Ça a causé un trouble terrible dans l'électorat. Et puis hier, entre 20h et minuit, je pense que tous les réseaux sociaux corse étaient en folie pour demander l'annulation du scrutin. C'est quelque chose qui finalement se comprend assez bien. Hein. S'il n'y avait pas de second tour, est-ce que les personnes qui sont élues au premier tour, ces élections seraient validées ? Est-ce qu'il existe une jurisprudence ? Est-ce qu'il y a des précédents ? Alors, écoutez, moi je ne les connais pas. Si dans les communes où l'élection a été jouée au premier tour, elle a été jouée régulièrement, même si, disons que la sincérité du scrutin n'est pas affectée. Il y a des électeurs qui ont manqué, c'est certain, mais on ne peut pas dire à qui ils ont manqué en particulier. Donc la sincérité du scrutin n'est pas affectée. Ces élus ont été élus régulièrement. En revanche, s'il fallait annuler le second tour, dans les communes où le second tour est annulé, il faudrait annuler le premier tour aussi. Ça me paraît quasi certain aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problématiques pour les élections, notamment dans les conseils communautaires, si on a des maires d'un côté qui ont été élus cette fois-ci en 2020 et d'autres en 2014 ? Est-ce qu'il n'y a pas un souci dans la constitution des conseils communautaires, des intercommunalités ? Là, c'est évident aussi, on passe sur une strate supérieure de complexité, si tu me le permets, un stade supérieur de complexité. Mais en revanche, je veux dire, si il y avait la moitié des élus en mars et l'autre moitié des élus en septembre ou en octobre, je ne pense pas que ça poserait de problème très grave.
André, en ce qui concerne les résultats de ce premier tour, on le voit donc, la continuité à Ajaccio avec la réélection dès le premier tour, très nette réélection de Laurent Marcangeli. Certes, dans un contexte particulier. Dans l'extrême sud, c'est Jean-Christophe Angeline qui sort en tête avec donc un ballottage défavorable pour le maire sortant, mais beaucoup d'incertitudes pour le deuxième tour. Et Bastia, toujours pas encore de résultats, mais un scrutin qui s'annonce aussi serré. Oui, disons que c'est une continuité dans la rupture à Ajaccio, parce que quand même c'est un résultat inattendu par son ampleur. Je veux dire, on a vu on dira la performance de Laurent Marcangeli en matière de communication, je veux dire ses réalisations qui certaines ont été contestées mais qui existent, et puis surtout je crois la constitution et le management d'une équipe électorale qui est véritablement redoutable et qui fait à mon sens toute la différence. À Porto Vecchio, un résultat qui pouvait être attendu mais qui n'en reste pas moins très incertain, car les deux listes en présence, qui restent en présence, celle de Jean-Christophe Angeline et Georges Homé, là, ont manifestement un potentiel électoral bien supérieur à celui qu'ils ont montré au premier tour. Et enfin à Bastia, un second tour qui, s'il a lieu, s'annonce vraiment compliqué pour Pierre Savelli, c'est certain. Merci André Fazi pour cette analyse. Justement, je vous propose de nous rendre à Bastia avec vous, Laurent, et peut-être enfin des résultats en ce qui concerne Bastia. Toujours pas Stéphane. Alors je vous repropose nos dernières estimations affinées. Pierre Savelli est crédité d'un peu plus de 30% des suffrages exprimés. Jean-Sébastien Decazalt, à nouveau venu en politique mais fort, d'homme très au fait des choses. De la chose publique, pardon. Jean Tsukarelli, 13,4%, l'héritier déchu en 2014, qui refait surface. 12,2% pour Julien Morganti, jeune, 34 ans, sans véritable soutien officiel d'aucun parti, sans homme fort de la politique bastiaise. Et puis Jean-Martin Mondologne, qui avait réussi à faire l'union de la droite, hormis le duo Fanti-Grimaldi, 8,9%. C'est sans doute une déception pour Jean-Martin Mondologne. 6,1% pour Paul-Félix Benedetti. Et l'autre indépendantiste, Éric Simoni, 5,8%. Quant à Filippo De Carlo, et lui, il est crédité de 2,1%. Lui qui compte sur sa liste nombre d'anciens du Front National et du Rassemblement National. Je vous l'avais promis, il y a une poignée de minutes, nous allons découvrir en images l'ambiance du dépouillement du côté de Bastia et les premières estimations qui commençaient à filtrer avec El Serreri. Pas de cohue dans le bureau centralisateur de Bastia, normes sanitaires obligent, les places sont comptées. Alors cette année, la liesse des soirées électorales a fait place au dépouillement en petit comité. Vite, pas expédié, mais en tout cas réalisé rapidement. Alors peut-être l'avantage, c'est qu'il y a moins de monde dans le bureau, ça facilite les échanges. Une ambiance particulière avec cette pandémie, cette crise, avec un confinement dans les bureaux et une participation faible. Ambiance particulière à l'intérieur du bureau de vote, mais aussi à l'extérieur. Les gens venus assister au spectacle électoral se comptent sur les doigts de la main. J'y suis comme d'habitude à chaque scrutin, mais effectivement ce soir plane quand même une mauvaise ambiance, mais qui n'est pas politique, qui est simplement due aux événements mondiaux. Pas de grand soir non plus dans les permanences de campagne. Pierre Savelli, le maire sortant, a fermé la sienne au public pour éviter les rassemblements. Et chez les militants de Coram Front, le comptage se fait presque à huis clos. Benedetti, 15, Simoni, 21. Finalement, Éric Simoni est le seul à avoir trouvé un compromis. Il a installé ses quartiers en extérieur pour éviter les espaces confinés. On a même pas la moitié des bureaux qui sont dépouillés. Donc on attend de voir, on ne peut pas trop savoir encore. Chez Jean-Martin Mondologne, l'heure n'est pas à la fête non plus. En cause l'épidémie, mais aussi une participation en très forte baisse. C'est un problème pour tout le monde. Une élection qui au premier tour recueille 30% de moins de suffrages qu'en 2014 doit nécessairement poser de questions. Reste encore une inconnue. Si le contexte sanitaire se dégrade, le second tour pourra-t-il avoir lieu ?
C'est une vraie question, effectivement, que nous ne manquerons pas d'envisager tout au long de cette soirée. Une image, celle du vainqueur du côté de Bigouille, Jean-Charles Jabigogne, qui a renversé donc Sauveur Gandolfi Scheidt. On le voit sans doute là au moment du dépouillement. La joie n'était pas encore là, mais ensuite elle est venue pour Jean-Charles Jabigogne. Ce jeune entrepreneur de travaux publics, président d'un club de boxe, est allé donc ravir le fauteuil de maire à Sauveur Gandolfi Scheidt. Sauveur Gandolfi Scheidt, l'ancien député de la première circonscription de Bastia, et qu'il avait perdu lors de la dernière législative au profit de Michel Castellani, lui aussi nationaliste. Jean-Charles Jabigogne donc renverse Sauveur Gandolfi Scheidt dans la 5e commune de Lille, et c'est un fait politique important. Autre fait politique important que nous allons décliner ce soir. Pierre Savelli, vous êtes le premier à nous avoir rejoint sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. À vous pour votre invitation. Vous êtes crédité, Pierre Savelli, de un peu plus de 30% des voix. Vous n'avez pas les résultats définitifs, c'est important, vous nous le confirmez? Pas encore, mais on semble aller vers un score au-dessus de 30%, légèrement au-dessus de 30%. La participation, est-ce que vous l'avez, cette participation? La participation, c'est aux environs de 45%, c'est-à-dire 25 points de moins qu'au premier tour. 79% au premier tour en 2014. Donc c'est vrai que c'est une différence importante. Alors cette différence, elle est probablement liée par le fait que hors événement, il y aurait quand même peut-être une baisse de participation, mais ce soir, la forte baisse est probablement due au fait à l'annonce du Premier ministre hier soir. Pour vous, le coronavirus a faussé le scrutin? Non, c'est pas le coronavirus, c'est le coronavirus. Il a faussé autre que le scrutin. J'allais dire que le coronavirus, il va fausser d'autres choses beaucoup plus importantes, pas que la démocratie, mais que ce premier tour des élections municipales bastiaises et ailleurs aussi. Je tiens d'ailleurs à souligner l'inconséquence et les responsabilités de l'État. Vous demandiez le report de ce scrutin? Nous demandions le report de ce scrutin. Alors, le président Simeone a demandé le report de toutes les élections nationales françaises, suivi en cela par l'ensemble, en tout cas une grande majorité des présidents de région. Notamment la présidente de l'Occitanie. Xavier Bertrand, Madame Delga, le président Monsieur Muselier, donc ça fait beaucoup de monde. Le maire de Montpellier, le maire de Toulouse, beaucoup de maires de grandes communes et d'autres communes moins importantes. Donc ils ont fait preuve des responsabilités coupables, puisque aujourd'hui, moi je peux vous dire que je suis un passionné de démocratie, je suis un passionné d'élections et de jours d'élections, parce que c'est là que s'exprime la démocratie vraiment. Et aujourd'hui, j'avais une grande tristesse en rentrant dans les bureaux de vote et en voyant les gens munis de masques. Donc voilà, aujourd'hui, c'était pas une belle journée. Le score importe peu, même si le score... On va en parler quand même un petit peu. Ok, bien sûr. 30%. Gilles Simeone, en 2014, avait réalisé un peu plus de 32%, si l'on se fie à cette estimation, à l'heure où nous parlons. C'est sans doute beaucoup moins en termes de voix. Comment vous expliquez, alors que Jean-Louis Milagne, Emmanuel De Gentil sont désormais avec vous dès le premier tour? Oui, mais on ne peut pas... comparaison n'est pas raison. En 2014, il y avait, vous l'avez dit, 79% de participation. On accueille Jean Tsoukaré sur ce plateau. 79% de participation, là nous sommes à 44%, donc 45%, donc beaucoup moins. Donc on ne peut pas comparer ensuite les scores. Et effectivement, la liste arrive en tête à l'époque, elle avait perdu, mais vos rangs ne se sont pas mobilisés, elle arrive en tête avec 28 voix d'avance. Nos rangs tous les rangs ne sont pas mobilisés, mais il est clair que certains rangs sont plus mobilisés que d'autres. En tout cas, et que nous, notre demande hier de report des élections a peut-être fait que notre électorat s'est un petit peu démobilisé. L'aspect comptable, effectivement, est second ce soir, il faut le rappeler, avec cette épidémie. Mais Pierre Savelli, je tiens à rappeler les responsabilités de l'État. Vous l'avez fait déjà à 2 reprises, mais Pierre Savelli, si le second tour se tenait dimanche prochain, ce qui est encore une éventualité, est-ce que vous feriez appel aux 2 autres listes nationalistes? Est-ce que vous feriez fusion avec elles? Vous en avez la possibilité, a priori, selon les premières estimations, ils sont au-dessus tous les deux de 5%. Entamer des discussions élargies avec toutes les personnes qui vont en discuter avec nous. Et nous, on n'a pas d'exclusive. D'exclusive. En tout cas, j'imagine qu'il y a une liste avec laquelle nous aurons du mal à discuter, puisque nous, quand on parle de discussion dans le cadre du second tour, nous partons sur un programme, le nôtre, mais avec les points communs qu'on pourrait avoir avec d'autres, et ça peut toujours se faire, et des valeurs et des fondamentaux. Et là, naturellement, au moins une liste avec... Et vous n'avez pas ces valeurs avec les 2 autres listes Non, ce que je dis, c'est qu'on va discuter avec les nationalistes et peut-être avec d'autres. En tout cas, comme avec d'autres. Oui. Jean-Martin Mondolagne?
On discute avec d'autres candidats, d'autres colistiers, parce qu'on ne parle pas qu'avec un candidat, on parle en général, on parle avec un candidat, un tête de liste et une partie de ces... Est-ce que vous reconnaissez Pierre Saville ce soir être en situation difficile ? Non, pas en situation difficile. Le contexte est vraiment particulier. C'est qu'une élection, un premier tour à 45%, je pense que c'est jamais arrivé à Bastia pour des municipales. Donc, ce n'est jamais arrivé. Vous savez, Jean Tsoukairi ne me contredira pas. Son père disait Bastia est une ville de second tour. Voilà. Donc Bastia restera une ville de second tour. Oui, vous pensez qu'il va y avoir un raz-de-marée au second tour ? Je n'ai pas dit qu'il y a un raz-de-marée. Un raz-de-marée nous comblerait, mais une élection à 52% nous comblerait aussi. Jean Tsoukairi. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes crédité de un peu plus de 13% des voix. Jean-Sébastien de Cazals vous devance dans le camp de gauche avec près de 22% des suffrages exprimés. Et Julien Morganti vous talonne avec 12,1%. La question ce soir, c'est ces trois listes fusionneront-elles pour aller éventuellement faire vaciller le bastion nationaliste Bastiais ? Alors d'abord, je voudrais m'exprimer sur ce scrutin qui est manifestement affecté par le coronavirus. Vous étiez pour le report ? Visiblement, non ? Non, tout simplement parce que moi je suis un citoyen qui respecte la loi et les compétences dévolues aux uns et aux autres, au gouvernement. Le Premier ministre, dans une déclaration pour le moins tardive, mais a confirmé la tenue du premier tour. Il ne pouvait en être autrement. Par conséquent, il était pour nous impossible dans la soirée d'imaginer tout autre scénario. Je crois que les nationalistes ne demandaient pas ça. C'est peut-être impossible, sauf à faire quelque chose qui peut se faire et qui à mon sens était un geste important. Un accord entre tous les candidats. Un geste important pour Bastia, naturellement. Mais pour la Corse également, et peut-être même au-delà, parce que je pense que si nous avons été les premiers et les seuls peut-être, mais en tout cas les premiers, imaginons, soyons optimistes, à dire nous sommes réunis, les 8 candidats sont réunis, ils retirent leur candidature. Je termine. Il y a 4 candidats étaient volontaires, 4 autres n'ont pas répondu, en tout cas n'ont pas donné presque pas de réponse. Donc chacun prendra ses responsabilités. Moi ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des milliers de Bastiais, des milliers d'Ajacciens qui se sont rendus dans les villages pour aller voter. Jean Tsoukairi, alors on revient. Oui, malheureusement, on est aussi dans une soirée d'élection. On a beaucoup parlé du coronavirus. On accueille d'ailleurs sur ce plateau Éric Simogne. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique. Ouais. Je le dis très clairement à Pierre Saville, il n'était pas Vous étiez sérieux. Pour faire ce scrutin, premier tour. Mais je suis ni pour ni contre. Je dis qu'à partir du moment où ce scrutin devait avoir lieu, il n'était pas sérieux d'inviter les candidats tard dans la soirée, de prendre une initiative. C'est pas à nous de décider de ce qui devait se passer à la commune de Bastia. On en vient à l'élection. On en vient à l'élection. La déclaration du Premier ministre, comme l'appel du président de l'exécutif à ce que ce scrutin n'ait pas lieu, ont quand même contribué, c'est vrai, à jeter le trouble. Jean Tsoukairi, il faut avancer parce que nous avons des points directs partout. S'il vous plaît. 47% à peu près pour la gauche selon nos estimations. C'est peu ou prou ce qu'avait recueilli en 2014 cette gauche. Est-ce que vous êtes prêt à fusionner déjà avec votre propre camp, oui ou non ? Est-ce que des discussions vont être engagées avec Julien Morganti, avec Jean-Sébastien de Cazals et éventuellement avec Jean-Martin Mandologne ? Nous n'avons jamais fait mystère pendant tout au long de cette campagne que nous étions favorables un petit peu. À part pour ce qui nous concerne. Peut-être pas vous, mais d'autres protagonistes. Reconnaissons quand même que nous avons été très clairs là-dessus. Nous avons dit que, effectivement, cette opposition éclatée sur 4 listes, qui explique ces résultats, encore une fois, qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, dans un contexte de participation extrêmement faible, je rejoins Pierre Saville sur ce plan-là, 45% de participation, c'est une tendance, on ne peut pas dire que ce soit une pesée exacte. Mais la volonté, bien évidemment, de rassemblement, nous n'avons cessé de l'exprimer. Nous appelons, bien sûr, à ce rassemblement. Encore une fois, nous l'avons toujours dit aussi, sur des principes, sur un projet, et aussi sur le respect d'une pesée démocratique. Alors pesée certes très relative ce soir au terme de cette journée électorale. Merci Jean Tsoukairi. Éric Simogne, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes crédité de 6,2%, 6,1%, c'est-à-dire en pourcentage peu ou prou ce que vous aviez réalisé en 2014. En termes de voix, ce sera sans doute moindre eu égard à la participation très faible dont faisait état Pierre Saville. Vous avez dit
dans l'entre-deux tours, on pourrait rejoindre Pierre Savelli sur la base de l'abandon du port et la prise en compte de tout ce qui entoure Pey-à-Gourcy. Vous maintenez cette position ? Alors d'abord, effectivement, sur le scrutin en lui-même, la forte abstention et le climat pesant, eu égard à la crise sanitaire, a bien entendu joué un rôle important dans ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des préoccupations qui vont bien au-delà des simples préoccupations électorales qui sont très importantes pour la Corse dès demain. Au-delà de ça, effectivement, nous avons martelé pendant toute la campagne qu'il y a des choses qui sont très importantes pour nous. Ce sont des fondamentaux, ce sont des idées, c'est un projet, c'est le fait d'écarter un certain nombre de spectres qui ne sont pas encore écartés de mauvais projets, comme le Portunno et donc tout projet de port à la carbonite. Bien entendu, là, on est en entière opposition avec ce que M. Zuccarelli porte et ses amis également, mais également avec le projet de Portunno qui est quelque chose qui est un vice rédhibitoire pour nous. Et au-delà de tout ça, on veut également que soit réaffirmé l'ancrage national corse de toute démarche pour qu'il puisse y avoir des rapprochements et des ouvertures. Messieurs, on vous retrouve autour de 22h15. Restez avec nous. On retourne du côté d'Ajaccio à présent. Effectivement, Laurent, nous allons retrouver Jean-André Marchiani, toujours devant l'hôtel de ville à Ajaccio, avec de l'ambiance sur place, Jean-André. Une ambiance un petit peu mitigée en fait, une ambiance un petit peu à double tranchant. D'un côté, oui évidemment, il y a de la joie, il y a de la fierté, comme le disait Laurent Marcangeli, de réaliser ce score de 53% qui propulse Laurent Marcangeli directement au fauteuil de maire dès le premier tour. Mais d'un autre côté, Laurent Marcangeli en parlait aussi il y a quelques instants ici avec nous. Il y a aussi peut-être un esprit pas forcément festif ce soir. D'abord parce qu'il y a évidemment cette crise sanitaire du coronavirus dans laquelle la Corse continue d'avancer. Et donc il y a eu une participation très faible ici à Ajaccio, aux alentours de 35%. Donc Laurent Marcangeli a demandé en fait à ses soutiens, à ses colistiers de se disperser une fois la proclamation des résultats effectués. Il reste encore ici sur place quelques groupes ci et là de partisans de Laurent Marcangeli qui continuent de discuter, de débriefer un petit peu les résultats. Mais il y a plus grand monde ici, à vrai dire, si ce n'est les journalistes, évidemment, et quelques soutiens, vous l'entendez, avec un petit peu de musique. D'ici quelques dizaines de minutes, il n'y aura plus personne ici devant la mairie d'Ajaccio. Merci Jean-André. Pierre, on vient de le voir donc, et on l'a redit, réélection dès le premier tour de Laurent Marcangeli, mais également des nationalistes qui, sur Ajaccio, n'ont pas réussi à mobiliser. Oui, c'est sûr. Cette élection municipale, il faut le dire, elle avait un enjeu, notamment en interne, au sein de la majorité territoriale, avec des divisions, notamment entre Gilles Simeoni et Jean-Christophe Angelini. Alors Gilles Simeoni n'était pas tête de liste, mais il était candidat omniprésent pendant la campagne à Bastia. Jean-Christophe Angelini, candidat à Porto Vecchio. Alors, on n'est qu'au premier tour, qui plus est avec une abstention qui est assez importante, mais l'abstention elle vaut pour tous les candidats de toute manière. Là, il n'y a qu'à voir les images, les visages. On a un Pierre Savelli qui fait plutôt le mousse, et de l'autre côté à Porto Vecchio, on a Jean-Christophe Angelini qui est plutôt souriant. Il est en ballotage favorable pour le second tour. Donc, on peut penser que au premier tour, ce premier round est c'est plutôt Jean-Christophe Angelini qui est devant dans sa querelle de leadership, on dira, avec Gilles Simeoni. Voilà, tout le temps restant mesuré, prudent. Il y aura un second tour. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes, donc on verra au second tour. Mais si les tendances venaient à se confirmer, une victoire de Jean-Christophe Angelini et des difficultés pour Pierre Savelli, Jean-Christophe Angelini prendrait une autre envergure au sein de la majorité territoriale. Il faut rappeler qu'on est à 1 an des élections territoriales. Mais un second tour aussi qui, dès demain, se déroulera dans un contexte très particulier, toujours lié à cette épidémie de coronavirus. Je vous propose donc de retourner à Porto Vecchio avec comment s'est déroulée cette soirée, comment a-t-elle été vécue par les différents candidats. C'est un reportage de Marc-Antoine Renucci et de Lionel Luciani. Ce soir à Porto Vecchio, à défaut de surprise, on peut au moins parler de sensation. Avec plus de 250 voix d'écart, Jean-Christophe Angelini arrive en tête devant le maire sortant Georges Nel. Il n'est pas concevable qu'avec 300 voix d'avance pour nous et plus de 1000 pour l'ensemble de l'opposition,
nous perdions au second tour à quelques moments et quelques jours qu'il puisse avoir lieu. Mais une chose est sûre, nous gagnerons si nous sommes mobilisés, si nous sommes rassemblés, et je vous appelle dès ce soir à la mobilisation la plus grande. Allons-y, ensemble, Paportuet. Et oui! Le dépouillement s'est déroulé dans une ambiance étouffante, avec plusieurs personnes qui portaient des masques, dont Georges Meil. Au fil des minutes, on a d'ailleurs senti le maire sortant de plus en plus tendu, mais pas abattu. Georges Meil, 2309, soit 40,05%. Jean-Christophe Angelini, 2568, soit 44,54%. La principale clé du second tour sera tout d'abord l'attitude des électeurs de la liste Pourtivet-Tiudava. Ces 899 voix et plus de 15% vont peser lourd. En théorie, les porto-véquiers ont choisi de reconstituer l'offre habituelle et les deux blocs qui devaient s'opposer. Disons que je laisserai la démocratie passer et les électeurs s'exprimer pour le second tour. Nous le retirons ce soir. Avec une participation très basse ce soir, autour des 57%, mobiliser davantage sera l'autre facteur déterminant de ce second tour, si second tour il y a. On évoquait il y a un instant l'enjeu au sein de la famille nationaliste. Laurent, une première réaction du président du conseil exécutif, Gilles Simeoni. Qui, on le rappelait à l'instant avec Pierre Savelli, a voulu reporter le report de ce scrutin. Il est avec Anne-Marie Letch à l'endroit de la place du marché. Anne-Marie Letch, vous êtes avec Gilles Simeoni. Oui, bonsoir Gilles Simeoni. Une première réaction avec ces résultats qui n'est pas encore officiel pour Bastia. Vous avez effectivement un résultat qui est problématique pour vous pour le second tour, mais est-ce que pour vous déjà le second tour doit se tenir? Vous doutez bien que ce soir, ma priorité absolue avant la politique, avant Bastia, avant les communes, même si je félicite celles et ceux qui sont élus ce soir, ma priorité absolue c'est la santé des Corses. C'est que j'avais demandé le report de cette élection parce que je pense à mon âme et conscience au premier tour que ce premier tour n'aurait pas dû être organisé. La décision n'a pas été prise par l'État qui en avait seul la compétence. Dont acte, je crois maintenant véritablement, et c'est un appel solennel, qu'il faut, sans attendre les mesures gouvernementales, que les Corses prennent le maximum de précautions. Qu'ils prennent le maximum de précautions, ça veut dire qu'ils restent au maximum chez eux, qu'ils évitent au maximum les contacts sociaux. Et il faut surtout que l'État nous dise si, oui ou non, il faut suspendre en tout ou en partie, par exemple, les liaisons aériennes et maritimes au plan scientifique et pour protéger les Corses de la propagation du virus. S'il faut le faire, nous devons le faire vite et nous devons le faire dans des conditions sécurisées, y compris au plan économique et social. Deuxièmement, est-ce qu'il faut se confiner, oui ou non? Troisièmement, sur la question du deuxième tour, moi je pense très sincèrement que de la même façon que le premier tour n'aurait pas dû se tenir, je ne vois pas comment le deuxième tour pourrait se tenir. Vous pensez que l'appel que vous avez fait hier soir et aussi cette demande qui n'a pas été entendue de ne pas organiser les élections a pu amener à cette abstention, notamment sur Bastia, avec ces 35 points de moins qu'en 2014 de participation? Vous savez, je pense que les Corses, comme l'ensemble des... Pardon ? Très court. Je pense que les Corses, comme l'ensemble des citoyens français qui étaient appelés aujourd'hui aux urnes, n'ont pas besoin de mon appel pour beaucoup d'entre eux, pour comprendre que ce scrutin se déroulait dans des conditions potentiellement dangereuses pour leur santé. Moi, j'ai fait cet appel en mon âme et conscience. Et à mon avis, on n'aurait pas dû tenir le premier tour. Et je demande au gouvernement, avec force et solennité, merci. De prendre les décisions qui s'imposent. On a compris, monsieur le président de l'exécutif. Voici pour la première réaction ce soir de Gilles Simeoni. Gilles Simeoni donc demande l'annulation du deuxième tour. Voilà Stéphane ce que l'on pouvait dire ici même du côté de Bastia. Et toujours donc sur ces élections municipales qui se déroulent dans un contexte très particulier. Je vous rappelle donc les résultats en ce qui concerne tout d'abord donc la ville d'Ajaccio avec la réélection dès le premier tour de Laurent Marcangeli avec plus de 53% des suffrages. Il devance les deux listes nationalistes de Jean-François
Cazalt et de Jean-André Minicogne. À Bastia, on est toujours dans l'attente des résultats définitifs. Pierre Savelli, le maire sortant, est en tête devant Jean-Sébastien de Cazalt, à Jean Tsukareli, Julien Morganti et Jean-Martin Mondologne. 4 candidats franchissent la barre des 10% et on l'a vu, les tractations du second tour s'annoncent serrées. Enfin, à Porto Vecchio, Georges Mel, le maire sortant, est en ballottage défavorable face à Jean-Christophe Angelini, alors que Don Mathieu Santigne a d'ores et déjà annoncé qu'il se retirait pour le second tour. Un élément d'analyse globale. Que retenir de ce premier tour ? Ce que vous avez dit, Stéphane, la victoire écrasante de Laurent Marcangeli dès le premier tour avec 53% des suffrages, mais aussi le fait que Pierre Savelli, même s'il est en tête à Bastia, est en danger, surtout que la marge de manœuvre de Pierre Savelli est assez réduite pour le second tour. Ensuite, c'est Jean-Christophe Angelini qui a inversé le rapport de force à Porto Vecchio en passant devant Georges Mel. Restez en notre compagnie, on se retrouve d'ici un quart d'heure pour un nouveau point sur la situation en Corse. Tout de suite, vous retrouvez Carole Gessler, Francis Letellier pour les résultats, analyses et commentaires dans les autres grandes régions et grandes villes de France. À tout à l'heure.